Très bien, je propose d'attaquer l'ordre du jour. Donc la première délibération, excusez-moi pour ma voix. Tu n'es pas la seule, moi aussi. On va vous apporter plein de micros. La décision modificative numéro 3 est la dernière décision budgétaire de l'année en cours. Elle est de faible importance, elle se limite à quelques ajustements. On peut noter qu'elle s'élève en positif, donc à 8 190 € en section de fonctionnement et à moins 269 851 € en section d'investissement. Bien entendu, la liste complète du mouvement et financier est annexée à la délibération. On peut noter parmi les évolutions les plus significatives en fonctionnement un complément de crédit pour les dépenses liées au personnel, donc pour 100 000 €. Une inscription d'une dotation en provision pour dépréciation de compte de tiers à hauteur de 87 000 € pour couvrir des créances potentiellement irrécouvrables. Il y a d'ailleurs une délibération en ce sens dans ce conseil. En investissement, une réduction de crédit de 372 000 € sur le programme de la réhabilitation et extension de la résidence de Carles-Guénès. En effet, donc, à la suite de la clôture définitive de l'opération par BMH, il a été constaté un coût final de l'opération inférieur au coût prévisionnel. Et enfin, une réduction de 300 000 € de l'enveloppe d'emprunt prévue au budget 2017, qui permet donc d'équilibrer la DM3. Avis favorable à la majorité de la commission. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions, en précision sur cette DM? Oui, M. Cicampus, allez-y. Monsieur le maire, chers collègues, ce sera simplement une explication de vote. La DM3 n'apporte pas de modification sensible au budget 2017 que nous n'avions pas approuvé. On peut souligner en outre une baisse notable des recettes de fonctionnement, des recettes réelles de fonctionnement. Nous voterons donc contre cette délibération. Je vous remercie. Les DM n'ont pas vocation à bouleverser le budget initial. L'ajustement. Pas vocation à changer notre vote. Non, mais j'ai renoncé à vous convaincre. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on vote. Qui est contre? Comment? RPB, voilà, et Madame Le Gouic, qui s'abstient. BA, qui est favorable. C'est adopté. BNA. Ouais, je m'y habitue, hein. Ça peut durer. Bien, délibération suivante. Oui, la délibération numéro 2, donc une autorisation de dépenses d'investissement et de versement de subventions, donc en attendant le vote du budget primitif 2018. Donc en dépenses d'investissement, proposer une unité de crédit donc avant le vote du BP de 3 917 383 en investissement et en fonctionnement, donc une affectation 3 242 816 €. Avis favorable à la majorité de la commission. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Bon, RPB, BNA et Madame Le Gouic. Qui est favorable? C'est adopté. Heureusement, parce que c'est une délibération obligatoire dans la mesure où notre budget est voté au cours du premier trimestre. Si on a envie de faire des dépenses entre le 1er janvier, date du début de l'année budgétaire, et le vote du budget, le vote de cette délibération est obligatoire. Ou alors vous voulez que la ville ne fonctionne plus entre le 1er janvier et le vote du budget. Non, mais c'est vrai. Oui, allez-y, non mais c'est... On peut être d'accord sur la procédure. Ce que je dis. On peut être d'accord sur la procédure sans être d'accord sur le contenu. On peut être d'accord sur la procédure sans être d'accord sur le contenu. Donc nous ne contestons pas la légitimité de présenter aujourd'hui un rapport avec cet objet-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec ce contenu-là. Voilà. Bien, donc c'est adopté. Madame Le Gouic. Oui, juste pour vous répondre, d'abord c'était des abstentions, il me semble, donc ça ne joue absolument pas sur le vote.
Et ensuite, il y a quelque temps, cette délibération a été proposée très peu de temps, enfin, au moment en tout cas, dans les semaines qui entouraient le débat d'orientation budgétaire qui avait lieu nettement plus tôt dans l'année, ce qui nous permettait, enfin il avait lieu en décembre, ce qui nous permettait quand même d'avoir une petite visibilité sur l'année qui allait venir. Et c'est vrai que du coup cette délibération semblait moins floue et permettait quand même d'avoir un peu de vision sur ce qui allait nous arriver. Donc c'est vrai que là, aujourd'hui, elle est complètement déconnectée d'une visibilité et ça pose vraiment question. Merci. Bien, la délibération est adoptée. Bernadette Bivin pour la 3. Troisième délibération porte justement sur la provision pour dépréciation de comptes de tiers. Donc il est proposé au Conseil de constituer une provision au regard des créances dans le recouvrement par un compromis pour un montant de 87 149 € et d'inscrire la provision en recette dans la section d'investissement du montant de cette dotation de provision et d'effectuer en reprise de vous autoriser, Monsieur le maire, à effectuer une reprise sur provision de 53 190 € correspondant à des créances ayant été provisionnées au cours des exercices précédents et qui ont été admises en non-valeur. Donc avis favorable à la majorité de la commission. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Madame Lebré, qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. Merci. La 4, créancier favorable. La 4 porte sur le constat que l'on ne pourra pas récupérer ces créances irrécouvrables ou créances éteintes des exercices de 2006 à 2017, donc pour un montant total de 42 475,61 €. Favorable à l'unanimité de la commission. Merci. Des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? C'est adopté à l'unanimité. La 5, Bernadette Bivin, garantie d'emprunt. Là, ce sont la 5 et la 6, deux garanties d'emprunt. La première concerne une garantie pour un emprunt d'un montant de 1,8 million contracté auprès de la Caisse des dépôts et consignations, auprès de la Caisse de crédit agricole du Finistère, pour financer une opération de construction de 18 pavillons en location-accession situés sur le site de l'Oswat à Brest. Donc c'est une garantie d'emprunt à Brest Métropole Habitat. Avis favorable à la majorité. Bien, pour la première délibération de garantie d'emprunt, est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Madame Lebré et RPB, qui s'abstient, BNA, qui est favorable, c'est adopté. La deuxième. Donc la délibération numéro 6 porte sur une garantie d'emprunt à la SAHLM Aiguillon Construction. Il s'agit cette fois-ci d'un prêt de 61 232 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour financer une opération de réhabilitation de 49 logements à Brest. Donc avis favorable à l'unanimité de la commission. Bien, merci. Les demandes de parole, Madame Lebré. Oui, c'est une question. Simplement sur le montant en fait, de cette garantie d'emprunt, 61 232 €, ça paraît quand même assez faible comme montant demandé pour avoir besoin d'une garantie d'emprunt de la part de la collectivité. Donc je voulais savoir pourquoi est-ce qu'il y avait... D'habitude, les montants sont nettement supérieurs quand il s'agit de garantie d'emprunt. Parce que c'est une demande de la Caisse des dépôts et consignations. Ok, c'était une question. Oui, Madame Coloretti. Oui, merci Monsieur le maire. Donc, dans cette délibération, il s'agit d'approuver une garantie d'emprunt pour le financement d'une opération de réhabilitation. Donc nous voterons pour cette délibération. Merci. Pas d'autres demandes de parole, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. Alain Masson. La 7. Monsieur le maire, dossier majeur. C'est des fournitures de change complet jetables. C'est surtout ici la fourniture de change, c'est important. C'est la modification de la convention qui vous est proposée dans son article 10 de prendre, parce que ce sont la collectivité, la ville de Brest en l'occurrence, qui assure
les moyens de fonctionnement de la Convention et non pas l'ensemble des partenaires de cette Convention. Et la Commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Les demandes de parole, il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La 8. Pour prendre en compte il y a la nouvelle réglementation concernant la surveillance du stationnement, dont j'ai pu comprendre que le stationnement payant pourrait devenir gratuit, ce qui est une drôle de logique pour un stationnement payant. Ceci étant, donc, dans le cadre de la mutualisation de l'unité de régulation du stationnement, une convention qui est proposée donc, entre la ville et la métropole pour tenir compte des nouvelles fonctionnement du stationnement sur l'agglomération. La commission a donné un avis favorable à la majorité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui. Monsieur Berthelot, allez-y. Oui, merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Je voulais profiter de cette délibération qui, effectivement, est un peu technique, puisque c'est un problème de mise à disposition, d'organisation du service chargé de procéder au contrôle, pour revenir quand même sur ce qui, moi, me semble être quelque part quand même un petit peu un déni de démocratie. Je dois dire que, fort opportunément, la loi NAPTAM n'y est pas étrangère. Le fait que nous ayons dernièrement voté au Conseil communautaire, c'était le 6 octobre dernier, les montants, la tarification des services de stationnement. Je dis un peu de démocratie parce qu'effectivement, la loi NAPTAM de 2014, ses effets induits, notamment le transfert de compétences, spécifiquement de la détermination des tarifs de la ville vers la métropole, étaient connus depuis bien longtemps. Et pour autant, ce n'est que le 6 octobre que nous avons une délibération sur cette question, alors que les occasions s'étaient présentées préalablement, notamment au mois de juin, lorsque nous avons eu à évoquer les problèmes de périmètre de stationnement, qui reste, sauf erreur de ma part, une compétence municipale, comprenne qui pourra, nous aurions pu aborder ce problème de la tarification. Or, il n'en a rien été, et pourtant, ce problème de la tarification concerne les Brestois, je ne dirais pas uniquement les Brestois, mais en tout cas, au premier chef, les Brestois, et il me semblait intéressant quand même qu'on s'arrête quelques instants sur cette question, parce que nous tous ici, nous représentons, pour la part qui nous incombe et dans le cadre des mandats que nous avons, les Brestois. Et effectivement, le fait qu'une tarification puisse être votée au niveau de la métropole sans qu'on l'on ait eu au préalable au sein du conseil municipal une discussion, sans qu'il y ait eu, et je ne crois pas me tromper, au niveau des CCQ, des interrogations, des informations qui puissent être données, moi, me paraît totalement inacceptable. Et je voulais donc profiter de cette délibération pour le dire tout simplement. Et pour rappeler quand même, pour que les Brestois le sachent, et pour pas qu'ils le découvrent au 1er janvier prochain, les conséquences de cette délibération qui a été votée, encore une fois, le 6 octobre dernier, au Conseil de la métropole. Vous avez choisi, effectivement, profitant de ce que par un doux euphémisme on appelle la dépénalisation du stationnement, en fait de pénaliser les Brestois par les tarifs que vous avez choisi de faire voter par la métropole. Je rappelle, 2 zones de stationnement. Nous avons une tarification qui passe pour une demi-heure supplémentaire de 4,50 € à 25 €, toutes zones confondues. 25 € étant effectivement le montant du FPS qui est en fait l'amende forfaitaire. Ce qui représente 455% d'augmentation pour une demi-heure. Alors moi je voudrais qu'on m'explique comment on peut admettre un tel fonctionnement et une telle augmentation, sachant que, comme on vous l'a expliqué à la métropole, l'équilibre
de la réforme. Je veux bien comprendre que cette réforme induit des modifications du fonctionnement de nos services, génère des coûts. J'ai bien compris qu'il y allait y avoir pour la collectivité la charge de gérer une partie des recours des usagers sur les amendes qui vont leur être infligées, mais de là à induire une augmentation de 455%, ça me paraît totalement incompréhensible et injustifiable. Nous nous avions indiqué qu'avec avec un FPS de 17 euros, on pouvait, nous avions fait les calculs et on nous avions indiqué qu'on les tenait à votre disposition, nous les tenons toujours à votre disposition, on équilibrait effectivement les effets induits par la réforme. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette augmentation? Moi, je suis désolé, je suis peut-être, j'ai peut-être des arrière-pensées, je suis peut-être mauvaise langue, mais moi, j'y vois tout simplement le souhait de profiter de cette réforme pour pénaliser et taxer davantage les usagers. On nous dit et on nous a expliqué que le stationnement payant dans les conditions qui ont été définies lors de ce conseil allait permettre, ou en tout cas avait pour vocation de faciliter la fluidité, de rendre le stationnement plus facile. Ah bah, c'est évident que ça va rendre le stationnement plus facile. C'est-à-dire que les gens, déjà, vous pouvez constater qu'à certaines heures de la journée, il n'y a strictement aucun problème pour se stationner en centre-ville parce que toutes les places payantes sont disponibles. Donc en termes de fluidification, on ne voit pas très bien quel est l'apport. Alors que dans le même temps, on constate qu'effectivement, il y a des zones qui sont les zones non payantes, qui sont, alors pour le coup, saturées, et qu'il y a un problème de stationnement et voire de sécurité à ces endroits. Et j'allais dire que la réforme telle que vous l'avez conçue, la mise en application de la réforme telle que vous l'avez conçue est bien pensée parce que non seulement nous allons avoir donc 455% d'augmentation dans le périmètre payant, mais que vous allez profiter de cette réforme pour renforcer ce qui en soi, dans un premier temps, ne paraît pas complètement illégitime. Vous allez renforcer les contrôles pour les stationnements qui sont ou gênants, voire dangereux selon certaines classifications. Non mais je ne dis pas le contraire. Mais vous allez donc effectivement augmenter la tarification et augmenter les contrôles qui vont être faits et donc augmenter les amendes qui vont être induites par ces contrôles. Donc on aimerait bien comprendre. Moi je vais vous dire, et tout à l'heure j'ai écouté avec beaucoup d'attention Renan Pichon qui nous expliquait qu'en fin de compte il ne fallait pas manier le bâton et que la meilleure solution, quelqu'un de votre majorité, d'ailleurs personne ne l'a ici contredit, qu'il ne fallait pas manier le bâton, qu'il fallait faire preuve de beaucoup de compréhension et que le meilleur moyen c'était en fait d'être très ouvert, très cool. Et moi je vais vous proposer quelque chose, soyez très ouvert, très cool, repensez votre politique de tarification. Offrez effectivement aux Brestois et aux Brestoises et aux gens de passage une possibilité de, non pas de gratuité, mais de stationnement, ayant acquitté leur stationnement, de bénéficier d'une demi-heure, d'un quart d'heure. On peut discuter là-dessus, on peut définir l'amplitude de ce stationnement offert, et en ayant une tarification qui soit derrière incitative pour que effectivement il n'y ait pas de voitures qui restent stationnées toute la journée. Mais ça permettrait, je veux dire c'est un effet mécanique, je suis quasiment certain que ça se produira sans aucune difficulté. Les voitures que vous avez en stationnement gênant, que vous avez en stationnement irrégulier, rue Saint-Yves ou sur le port de commerce où vous voulez, regagneront des stationnements qui seront des stationnements réguliers en voirie dans le centre. Donc je considère que cette façon, si vous voulez, de pénaliser l'accessibilité du centre-ville au détriment du centre-ville. Parce que là aussi, paradoxalement, nous augmentons le stationnement en centre-ville. C'est une délibération et une décision qui est prise par le conseil communautaire, votée par donc des conseillers communautaires qui ne sont pas effectivement brestois et qui ne vont pas à rendre compte devant les Brestois des actes qu'ils ont pu poser lors de ces votes. Et moi je souhaiterais qu'effectivement nous puissions redébattre de cette problématique et que l'on puisse envisager tout simplement de réviser
Voilà, cette problématique du stationnement. Dans d'autres villes, on a des stationnements qui ont été amendés. On a des gratuités à partir de 17h, comme à Quimper par exemple, et ça fonctionne très bien. Donc, je suis pour ma part, encore une fois, je considère tout à fait inacceptable la tarification qui a été votée, et je souhaite qu'on puisse enfin avoir un vrai débat et essayer de réfléchir à une autre façon de gérer le stationnement sur notre agglomération. Voilà les observations que je voulais présenter et voilà ce que je voulais dire ce soir au sein du Conseil, parce qu'encore une fois, ce débat, nous n'avons pas pu l'avoir dans cette enceinte et je le regrette profondément. Nous voterons contre cette délibération parce que ce problème, effectivement, de la gestion du personnel est induit par la délibération dont je viens de rappeler en partie, en tout cas, et sur laquelle nous avons une position très forte. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes? Oui, Renan Pichon. Oui, juste parce qu'effectivement, monsieur Berthelot parle sur le problème du stationnement, parle en sens inverse de Mme Langang, puisqu'on réclamait en introduction des moyens policiers et des moyens de surveillance, et quand ils arrivent pour des actes qui sont des actes illégaux, qui sont des actes dangereux, parce que le stationnement gênant, ça n'est pas simplement de la commodité, c'est aussi gêner le déplacement de personnes, de personnes valides ou de personnes qui ont une poussette ou un caddie qui vont faire des courses. On parlait de l'attractivité du centre-ville. Donc c'est aussi ce sont des actes qui forcent certaines personnes à se mettre en danger, à quitter le trottoir pour aller sur la voie publique. Et ça n'est pas toujours voire à causer des accidents parce que cela gêne la circulation des véhicules sur les routes. Donc je trouve bizarre que l'on demande de l'indulgence pour certaines catégories de délinquants, après avoir fait un appel à transformer le centre-ville en forteresse, pour s'assurer que tout le monde puisse dormir tranquille. C'est fou d'ailleurs, et en tout cas, autre point sur le stationnement payant, sur le fait d'avoir un stationnement payant et réglementé en centre-ville, permet, M. Berthelot l'a rappelé, de disposer de places de stationnement disponibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut venir au centre-ville de Brest, par exemple pour faire des courses, pour un rendez-vous professionnel, il est facile de trouver une place de stationnement proche de l'endroit où on doit se rendre. Donc, cette tarification du stationnement payant, est une bonne façon de réguler le stationnement pour assurer l'accessibilité du centre-ville à tous les automobilistes. Merci. Merci. Monsieur Berthelot. Oui, monsieur le maire. Je ne peux pas laisser dire, vous laisser entendre dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai strictement jamais dit que je donnais un satisfecit aux personnes qui se garent sur des places de handicapés, qui se garent sur les bateaux, qui se garent sur les passages ou sur les trottoirs. C'est pas ça ce que j'ai dit. Mais puisque vous ne voulez pas comprendre, je vais vous le réexpliquer. Non, mais attendez. C'est le principe. Non, mais c'est un principe très simple. C'est-à-dire que, quelque part, si moi, je suis. Si vous me prêtez des intentions comme quoi je serais pour que les personnes se garent mal, moi je vais vous répondre tout simplement, vous, par votre politique, vous les incitez. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a, à tort ou à raison, dans l'esprit des automobilistes, une difficulté à se garer en centre-ville, parce que ça devient censitaire, ça devient prohibitif, ils vont se garer là où ils estiment qu'ils peuvent se garer gratuitement. Et par un effet assez logique et mécanique, on arrive à la saturation. Et donc on arrive effectivement à avoir des stationnements qui sont parfois gênants, voire même parfois dangereux. Qui de la poule ou de l'œuf ? Qui de la poule ou de l'œuf ? Est-ce que c'est les gens qui se sont mal garés ? Et ça, M. Pichon, tout à l'heure, dans son raisonnement, n'a pas dit le contraire. Est-ce que c'est parce que les personnes sont mal garées, sont sanctionnées parce qu'elles sont mal garées, mais pourquoi sont-elles mal garées ? Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas trouvé la possibilité de se garer aisément, facilement, à un coût abordable, ailleurs ?
je vous pose la question, moi j'ai la réponse, et j'estime qu'effectivement... Ça marche aussi dans les quartiers où c'est pas payant. Hein. Non, non, mais ça marche dans le centre-ville, allez voir, enfin je veux dire, c'est assez amusant. Et j'en profite parce que je vois poindre le reproche qui m'avait été fait au conseil communautaire, dans lequel on m'a dit que effectivement j'étais donc pour les délinquants. Si je suis pour les délinquants, vous êtes du côté du bâton, voire de la matraque. Bah écoutez, ça changera. Oui, Madame Le Gouet, excusez-moi. Oui. Monsieur le maire, chers collègues, c'est difficile de pas rire après ce genre d'intervention complètement absurde. Parce que là, Ronan plaidait tout à l'heure pour la légalisation de la drogue, mais là, il y en a peut-être un peu beaucoup qui est circulé. Alors, sur le stationnement gênant et la gratuité, je pense qu'il y a une erreur de lecture majeure, Monsieur Berthelot, dans les problèmes de stationnement que rencontre la ville de Brest. Ça a été dit hors micro par Yann Liével, on peut vraiment aller vérifier dans pratiquement tous les quartiers, y compris là où c'est gratuit. Les voitures ont pris l'habitude, partout dans Brest, de se garer sur les trottoirs, sur les passages piétons, sur les bateaux, absolument partout là où ça gêne les personnes de mobilité réduite, où ça gêne les vélos, où ça gêne tous ceux qui utilisent des déplacements actifs. En centre-ville, puisque visiblement pour vous le centre-ville se limite au bas de Siam, enfin c'est ce qu'on comprend à vos interventions, même si elles sont un peu floues. Au bas de Siam, même aux heures où le stationnement est gratuit, c'est-à-dire en début de soirée, les gens se garent près du tram, là où c'est réservé aux piétons. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun lien aujourd'hui, et peut-être qu'une étude serait intéressante là-dessus, mais le témoignage de la plupart des gens qui circulent en dehors de Siam et en dehors des heures d'ouverture des bureaux peuvent vous dire, monsieur, les Brestois se garent n'importe où et ça n'a aucun rapport avec la gratuité. C'est un rapport là, on a un rapport compliqué à l'espace public, au partage de ce trottoir qui est normalement d'abord celui des piétons. Et je crois que vous confondez complètement là vos carottes, vos bâtons et vos sujets. Voilà. Bien, est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? J'ai rallumé mon téléphone. Ah, excusez-moi, oui, allez-y. Oui, monsieur le maire, pour essayer d'en finir avec ce stationnement, une question tout à fait technique qui m'a été posée par plusieurs Brestois. Il y a aujourd'hui entre 3 et 4 000 PIAP, dispositifs automatiques de paiement du stationnement, qui ont été achetés par des Brestois à différents prix, puisque la première version coûtait quand même une soixantaine d'euros. Et il y a beaucoup de Brestois qui trouvent un peu dur le fait que vous arrêtiez d'une façon unilatérale ce système, et beaucoup souhaiteraient être remboursés ou dédommagés. Je pense qu'ils ne sont pas complètement tort. Bien, merci. D'autres demandes de parole? Juste, j'ai rallumé mon portable, je pourrais vous faire passer tout à l'heure la photo, prise un dimanche matin. Reza était avec moi et je pense que j'ai dû croiser une élue, c'est pas Madame Lu? Voilà, Brigitte Lu. Le dimanche matin, c'est gratuit. Partout, c'est gratuit. Eh bien, je vous fais passer, M. Berthelot, une photo prise ce dimanche matin-là, où une voiture bloquait le tram. 3 quarts d'heure. Donc, quand je dis bloquer le tram, c'est pas uniquement la rame qui attendait, c'est tout le circuit qui attendait. Oui. C'est gratuit pourtant. Et bien, vous allez rue de Siam le dimanche matin, je pense que vous y allez. Il y a des voitures partout. Et là, non seulement il y avait des voitures rue de Siam, mais en plus, elles bloquaient le parcours. Si on peut accepter ça, excusez-moi. Mais c'est gratuit, donc il y a des places partout, il suffit de marcher un petit peu, ça fait du bien de marcher un petit peu, y compris le dimanche matin. Et voilà. Alors après, par rapport à votre question sur la compétence est passée à la métropole. Et le système juridique dans lequel on est, c'est un système donc de l'intercommunalité est marqué par 2 principes. Le principe de spécialité, c'est-à-dire la métropole ne peut pas intervenir en dehors de son domaine de compétence, et le principe d'exclusivité. Autrement dit, les communes, quand la compétence est transférée, n'ont plus le droit de délibérer sur des sujets qui ne sont plus de sa compétence, de leur compétence. Alain, merci. Tout à fait, monsieur le maire, c'est ce que je voulais aussi développer, parce que c'est une question de fond là, que M. Berthelot pose sur les compétences des uns et des autres. C'est valable pour le stationnement, mais c'est aussi valable pour l'aménagement, et c'est valable pour d'autres sujets qui sont débattus à la métropole, qui ne sont pas débattus ici. Donc ça fait partie des partages de compétences entre les deux collectivités.
Sur les effets de manche, parce qu'on est toujours dans ce schéma-là, une augmentation de 455%. Moi, je veux bien qu'on fasse des calculs entre des carottes et des choux, et on arrivera sans doute à trouver des pommes de terre. Mais si vous regardez bien, si vous êtes objectif, l'amende est actuellement de 17 €. Elle passe à 25 €. L'augmentation est de 50%. Et non pas de 455%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, toutes les communes, enfin toutes les villes où il y a du stationnement payant, et il y en a quand même beaucoup, ont eu à s'interroger sur le niveau du FPS, enfin, du forfait post-stationnement, excusez-moi. Il se trouve que j'ai entendu un maire respectable et respecté, puisqu'il s'agit du président de France Urbaine, donc Toulouse, qui a expliqué un matin, qui a été interrogé par une radio, alors je ne pourrais pas citer laquelle, mais c'est soit France Inter, soit France Culture. Il expliquait pourquoi lui il passait son FPS à 35 €. À Toulouse, il passe de 17 €, parce que c'est la règle nationale, à 35 € sur deux critères. Premier élément, il a grosso modo 30 € d'amende par rapport au nombre d'amendes distribuées qu'il reçoit par le national. Il a grosso modo 30 € d'amende par PV. Parce que c'était un PV jusqu'à maintenant, enfin c'est toujours un PV. Et il a rajouté 5 € pour le parc de matériel qu'il met en place. Donc lui, il arrive à 35 €. Nous, on a fait un calcul différent, c'est poser la question de quel est le budget prévisionnel du nouveau service qui devrait se mettre en place, qui doit se mettre en place, et nous arriverons à un projet à 25 €. Voilà, donc c'est relativement clair et transparent, et je crois que nous sommes les moins chers de Bretagne. Enfin, moins chers, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais nous sommes la ville la plus raisonnable par rapport à d'autres villes qui de tailles diverses et variées, et où les FPS sont plus importants, et je crois que la presse a déjà eu l'occasion de faire des reportages sur le sujet. Sur la question du CAF, c'est vrai qu'on peut imaginer, enfin on peut être choqué par le fait que quand vous allez à Brestel pour rendre votre CAF, on ne vous redonne pas les 50 ou 60 € correspondant à ce qui a été demandé. Mais si les gens relisent leur contrat, ils verront que ce contrat, c'était prévu qu'il n'y ait pas de retour par rapport à... C'était un achat, c'était pas une caution, c'était un achat, et que cet achat donc, était bien spécifié dans le document qui a été signé par la personne qui a fait un piaf. Oui, sur le piaf, j'ai demandé au service de regarder de plus près la possibilité de l'usage après le 1er janvier toujours du piaf. Puisque la tendance la plus facile était de dire que le piaf ne pouvait pas passer la barre du FPS. Bon, ça n'a pas l'air aussi catégorique que ça. Donc, parce que le piaf a aussi des facilités, enfin, c'est des facilités pour aussi les gens et pour les entreprises, parce que les entreprises qui ont des piaf pour travailler sur le centre-ville. Donc, on regarde de plus près s'il y a des possibilités de poursuivre l'action du CAF au-delà du 1er janvier. Mais sur le remboursement, ce n'est pas un remboursement, c'était un achat au départ de la petite boîte. Très bien, je crois que tout est dit. Je propose de passer au vote. Jean-Luc Collard.
Oui, je souhaitais qu'Alain ne vous a pas donné, ou je ne l'ai pas entendu, des précisions sur un forfait post-stationnement. Contrairement aux 17 € que nous acquittons si jamais on n'a pas pensé payer le stationnement, des 25 € sont déduits des sommes qui auraient été versées. Les 25 €, c'est simplement si la personne n'a rien versé. Et d'autre part, je vous invite, parce que moi qui suis un facturé du numérique, j'ai réussi à télécharger Rouge et à payer l'autre jour grâce à cela. Donc je vous invite à faire deux. Donc si Joli Collard peut le faire, je crois que tout le monde peut le faire. Non, mais Bien, tout est dit. Il propose d'adopter cette déclaration. C'est la vite. Qui est contre son adoption? BNA. Qui s'abstient? RPB. Qui est favorable? C'est adopté. Merci. Jean-Luc Collard, le rapport de Brestem. le rapport de Brestem, monsieur le maire, dans lequel la ville est un actionnaire minoritaire, puisqu'elle ne détient que 5,69% du capital. Le reste étant détenu à 64,25% par Brest Métropole et à 29,96% par l'actionnariat privé. Ce qui a marqué 2016, je sais vous, je ne sais pas si vous l'acceptez, mais lorsqu'on fait toujours ça, et c'est normal, avec un an de décalage, donc on a tendance à avoir oublié qu'il s'agit de 2016 et pas de l'année en cours. L'année 2016 a été de mettre en œuvre le projet stratégique de la société économique qui porte sur les années 2015-2020. Tout d'abord, construire et commercialiser une offre globale. Ça s'applique à l'événementiel d'entreprise, au tourisme, au marketing. Valoriser et améliorer la qualité des équipements. Ça s'intéresse à tous les autres équipements. Et enfin, sur le plan financier, sécuriser et élargir les bases de la société. Sur la fréquentation des équipements gérés par Brestem, tous, sauf un, sont en situation favorable. Celui qui n'a pas été en 2016, c'est Oceanopolis, comme vous le savez, puisque c'est un équipement, je me suis mis d'accord aussi sur le terme, je trouve que c'est pas mal, c'est climato-dépendant. Parce que s'il fait beau, on a tendance à aller, c'est normal ici, je ne développe pas. C'est le seul équipement qui a connu une baisse de fréquentation et qui est donc un déficit. Sur la consolidation du modèle d'entreprise, eh bien, nous nous retrouvons avec un fonds de roulement qui est favorable, 2,1 millions, une progression de bas de bilan, et la trésorerie étant à 7,1 millions en fin d'exercice 2016, je le rappelle, et le résultat plutôt, pardon, de la SEM est de 491 017 €. Après comptabilisation du crédit d'impôt compétitivité emploi, le fameux CIC, le résultat net est de 516 787 et ces sommes ont été réparties par le conseil d'administration entre la réserve légale et la réserve libre. Alors la commission a adopté à la majorité. Merci. Oui, Madame Colovati. Monsieur le maire, chers collègues, je me souviens d'un conseil municipal où il était question de l'atmosphère qui se dégage de notre ville. Pour certains, notre ville est solaire, pour d'autres, elle est bien obscure. Il est vrai qu'avec l'insécurité grandissante, les commerces qui ferment les uns après les autres et la population brestoise qui diminue depuis plusieurs décennies, nous pouvons avoir une vision bien sombre de notre ville. Pourtant, ponctuellement et régulièrement, notre ville rayonne. Johnny, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Notre ville rayonne lorsque nous avons accueilli en 2015 au Croix, la Safer-Seas, une manifestation internationale dédiée à la sécurité et à la sûreté maritime, ou le Congrès international de chimie en 2016. Notre ville rayonne lorsque le BBH évolue dans une salle comble à Brest Arena et rayonnera également l'an prochain avec l'accueil des championnats d'Europe de handball féminin. Notre ville rayonne lorsque le national de pétanque est organisé à Brest Expo. Notre ville rayonne par Océanopolis, parc de découverte des océans, qui compte parmi les équipements majeurs en Europe, et sans oublier la recouvrance, Goélette, ambassadrice de la ville de Brest. Monsieur le maire, chers collègues, je profite de cette délibération pour rappeler que grâce à Brestem, qui gère ses équipements ponctuellement et régulièrement, notre ville rayonne. Pour certaines personnes, Brestem est un satellite de la nébuleuse. Quant à nous, nous préférons retenir, et pour rester dans le champ lexical de l'astronomie,
les désastres, comme Dresden, qui rayonnent plus que les autres et font rayonner notre ville et par extension notre métropole. Et pour preuve, avant de conclure, je souhaite rappeler que cet été à Marseille, lors du congrès Unimed, manifestation nationale qui réunit chaque année les professionnels des foires, congrès, salons et agences événementielles, Brestem a remporté le trophée du site d'or dans la catégorie Vanacom pour son professionnalisme, son exigence, son écoute client et son innovation. Le groupe Brest Nouvelle Alternative votera pour cette délibération. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sifantus. Monsieur le maire, chers collègues, explication de vote. Plusieurs aspects viennent jeter une ombre sur les activités de l'opérateur. On note ainsi que le niveau des charges d'exploitation de l'ARENA est plus élevé que prévu. Et aussi que Océanopolis, ce n'est pas une nouveauté, continue à peiner à trouver son public malgré les efforts faits pour son attractivité. Si cette société ne porte pas une dette excessive, on observe tout de même une augmentation de 4 millions d'euros environ sur l'exercice 2016. Brestem bénéficie pourtant d'un montant élevé de subventions, à hauteur de près de 8 millions d'euros, soit plus du tiers de son chiffre d'affaires. Ce montant donne de fait une position très avantageuse à l'opérateur sur ses métiers, où il se retrouve sans concurrence réelle. Les 4 DSP qui seront remis sur le marché prochainement devraient permettre de juger de cette position dominante. Ces subventions vont d'abord vers les divertissements, et on peut s'étonner, au moment où vous vous inquiétez vous-même de l'avenir, de ne voir aucune recherche d'économie dans ce domaine. Enfin, on comprend mieux votre politique du stationnement quand on en voit le poids dans les ressources de la société. Pour toutes ces raisons, nous n'approuvons pas le rapport aux actionnaires de Brestem. Je vous remercie. Merci. Oui, Madame Carver. Oui, monsieur le maire, chers collègues, la remarque que je souhaiterais faire concerne la gestion du personnel. J'ai d'ailleurs déjà fait ce type de remarque l'année dernière et je constate que sur cette question, on n'a pas évolué positivement. Brestem emploie 7,65 salariés en situation de handicap équivalent temps plein, alors que son obligation est de 15 équivalents temps plein. Je rappelle que le quota légal est de 6% dans les entreprises de plus de 20 salariés. À titre de comparaison, le taux d'accueil de personnes en situation de handicap dans les services de la ville de Brest et de Brest Métropole avoisine de 10% depuis plusieurs années, ce qui démontre bien qu'il est possible de dépasser le quota minimum de 6% lorsque la volonté d'avancer sur ce plan est affirmée. Donc, à la ville de Brest et à Brest Métropole, on a clairement la volonté de dépasser le quota minimum de 6%, mais à Brestem, non. En compensation de sa faible performance, Brestem verse une pénalité de 13 634,70 € à la GFIP et a recours à la sous-traitance auprès d'entreprises adaptées. Par conséquent, nous dira-t-on, tout est légal. Mais ce n'est pas de légalité que je veux parler d'éthique. Au-delà des contraintes légales, c'est bien le droit à un travail dans le cadre d'une inclusion pleine et entière dans la société des personnes en situation de handicap qui est en jeu. Et ce droit est d'autant plus important qu'il est la porte d'accès à d'autres formes d'autonomie. Je me fais ici l'écho des associations qui demandent que soit privilégiée en priorité une action directe sur les recrutements et le maintien dans l'emploi par les entreprises des personnes en situation de handicap. J'espère voir une évolution significative avant la fin du mandat. Merci. D'autres. Oui, Madame De Gouy. Monsieur le maire, chers collègues. Alors, je vais reprendre un petit peu le terme utilisé par Madame Colovati là, sur Brestem, donc de cette ville qui rayonne. Et je vais m'en étonner un petit peu, parce que est-ce que vraiment notre ville rayonne quand Océanopolis, malgré, donc c'est page 6, on nous dit des poursuites des études de clientèle réalisées depuis 10 ans ou plus, continue depuis 10 ans et plus de perdre de la fréquentation en augmentant ses tarifs et en n'allant jamais plus loin dans aucun rapport d'activité depuis au moins 8 ans, plus loin que la météo. J'ai déjà listé ici les années où les clients ne sont pas venus parce que les usagers ne sont pas venus parce qu'il faisait trop beau, les années où ils ne sont pas venus parce qu'il ne faisait pas assez beau. On a eu cette litanie changeant en fonction des vacances, n'accusant que la météorologie, ne remettant jamais en cause la politique tarifaire d'Océanopolis,
qui pourtant a vu le nombre de pavillons autonomes diminuer et ses tarifs augmenter. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, Brest qui rayonne vraiment, est-ce que Brest rayonne quand Brest Expo accueille le salon de l'érotisme, très très éloigné des discussions féministes sur la sexualité, qui propose par exemple un concours des plus belles fesses rémunéré, toutes les participantes recevant un cadeau et la gagnante recevant carrément un chèque de quelques centaines d'euros. Est-ce que dans la même lignée, est-ce que Brest rayonne lors de la Brest Fashion Week qui a eu lieu au Capucin avec un défilé de lingerie en pleine polémique balance ton port, en pleine discussion sur l'augmentation des agressions sexuelles à Brest, en pleine réalisation justement de ce que font ces défilés, de ce que propose cette image de la femme à des gens qui ensuite ne savent plus que ce corps n'est pas un objet à vendre, comment est-ce qu'on peut penser que notre ville rayonne avec ce type de manifestation beaufissime? Enfin, comment est-ce qu'on peut se dire que notre ville rayonne lorsqu'elle ne parle, y compris pour Océanopolis ou pour le Quartz, d'abord que fréquentation avant de parler qualité? Et pourtant, il y a de la qualité. L'exposition Cyclops a été un événement magnifique à Océanopolis. La rénovation du pavillon Bretagne est quelque chose de tout à fait réussi. Notre ville dispose de magnifiques équipements pour ses habitants et avant de penser à rayonner, elle devrait déjà plutôt penser à ceux qui vont les voir et à éviter ce type de manifestation tout à fait lamentable. Merci. D'autres demandes de parole aujourd'hui? Paradoxalement, je dois remercier les intervenantes, puisque ce sont elles qui ont mieux mis en valeur les efforts que fait la société Brestem pour améliorer les services. Je ne parle pas des handicapés, parce qu'il y a certains services dans lesquels je ne vois pas comment ils pourraient travailler, mais ça, c'est pas mon affaire. Alors, là, pour répondre au dernier, effectivement, il y a d'excellentes expositions qui sont réalisées. D'ailleurs, Cyclops est aujourd'hui dans une autre ville, tellement elle a été appréciée. Sur la Fashion Week, ne vous en déplaise, c'était une manifestation de vitrine de Brest qui, entre autres, s'est déroulée au Salon Richelieu à la ville et au plateau des Capucins, pour le plus grand bien, m'a-t-on dit, des commerçants qui étaient à l'origine de cette organisation. Quant au tarif, je vous ai dit en préambule, c'est normal qu'on ne l'écoute pas, il s'agit de Brest 2016, il s'agit de 2016. Or, nous avons voté en Conseil de métropole une évolution des tarifs qui répond tout à fait aux souhaits qui ont été formulés par les uns et les autres. Et d'ailleurs, on aura l'occasion d'y revenir lorsque le compte rendu sera à faire pour 2017, que la fréquentation est inversée. Donc je pense qu'il y a là beaucoup de motifs de satisfaction quant à l'érotisme. Chacun dit ça. Franchement, je ne m'attendais pas à ce genre de réponse. Il ne faut peut-être pas exagérer quand on parle. Enfin, vous avez l'air de prendre ça à la rigolade. De faire comme si c'était anecdotique, comme si presque c'était rigolo. Honnêtement, les manifestations du type Salon de l'érotisme ou du type défilé de lingerie au Capucin organisé par la Fashion Week, et c'est dans la presse qu'il est expliqué que ceci c'est à l'initiative des vitrines de Brest, Brestem qui s'est chargé de l'organisation. Ce type de manifestation, non, c'est pas drôle. Non, nous n'amenons pas nous ne mettons pas en visibilité ce que fait de bien Brestem. C'est crado. C'est vraiment, ce sont des manifestations à proscrire quand elles sont faites par une structure aussi proche de la collectivité. C'est totalement lamentable et les féministes très certainement ont dû alerter monsieur le maire ou ont dû alerter le président de Brestem sur des manifestations qui sont violentes pour les jeunes filles qui les voient. Que pensez-vous que voient les jeunes femmes, les jeunes filles, les petites filles quand elles voient affichées partout sur Brest des paires de nibards, des concours de fesses? C'est ce qu'elles sont pour la ville de Brest. Que pensez-vous qu'elles pensent quand elles voient dans un lieu de culture magnifique, travaillé par la collectivité, avec le sens de l'amour du livre, avec le sens de l'amour du patrimoine, des défilés de jeunes femmes en lingerie? Et on dit que c'est une réussite pour les commerçants et que du coup il faut s'en féliciter? Mais monsieur Pollard, vous êtes de quel siècle? Certainement pas celui-là, hein? On y vote, non. Arrive le soir. Oui, monsieur, bien cher collègue, je voudrais dire que je rejoins une partie de la colère que peut avoir exprimée Madame Le Gauche. Voilà, et par contre, je voudrais signaler que nous avons échappé à la... Et vous m'avez soutenu, monsieur le maire, dans ce cadre-là, nous avons échappé au concours de Miss Jeunesse qui a failli avoir lieu à Brest et qui finalement ne s'est pas fait parce qu'on a réussi assez tôt à savoir que ce genre de choses allait s'organiser.
Par contre, j'ai souhaité effectivement intervenir sur le salon de l'érotisme, qui est plutôt... le mot érotisme peut être effectivement pas obligatoirement dénigrant, mais c'est pas ça qui se passe. Je suis bien d'accord avec Mme Le Goïc. Il y a des concours de sexologie, je dirais, ou comment on peut appeler ça, et qui sont tout à fait choquants, et qui sont vraiment à l'envers de ce que sont nos valeurs. Valeurs d'ailleurs que vous aviez mis en avant dans le courrier que vous aviez expédié, monsieur le maire, à l'association qui voulait organiser donc, le concours de Miss Jeunesse. Voilà, donc je dois dire qu'on arrive quelquefois à arrêter un certain nombre de choses. Et moi, je suis contente que Mme Le Goïc intervienne sur ce fameux salon qui a eu lieu pour la 2e fois, si j'ai bien regardé ce qui s'est passé au fur et à mesure depuis le début du mandat. Et j'ai interpellé le directeur de Brestem là-dessus, je lui ai téléphoné. Bon, les choses étaient un peu en cours, et voilà. Je souhaiterais par contre, monsieur le maire, effectivement, et les collègues qui siègent à Brestem, qu'on puisse être au courant si ce genre de manifestation est prévu d'être renouvelé. C'est une demande que je vous fais. Je vous en remercie. Ok, je ne suis pas certain que la comparaison vaille complètement, parce que le courrier auquel m'arrive le soir... Une comparaison, c'est-à-dire que Oui. il y a eu des actions... Non, mais ce qu'on a refusé, c'est d'aider la structure à monter d'aider financièrement la structure à monter son... Oui. Voilà, et n'ayant pas de subvention, ils ont arrêté. Ils sont partis ailleurs. Mais sur les valeurs, monsieur le maire, vous avez... Attendez. Après, sur le salon de l'érotisme, c'est légal, on peut penser ce qu'on veut, moi j'y ai pas été, j'ai autre chose à faire, mais Brestem est soumise au code de commerce qui interdit le refus de vente. C'est ça qui m'a répondu directement. Exactement, mais c'est la loi. C'est la loi. On peut penser ce qu'on veut, hein. Malheureusement il y a un public pour ça, mais le Brestem n'a pas le droit de faire un refus de vente. Voilà. Bien, je propose de... Oui, Anne-Marie Carver. Oui, Jean-Luc Pollard ne voit pas comment on pourrait recruter des personnes en situation de handicap à Brestem. Sur 255 salariés, je pense que la réflexion est tout à fait possible. En tout cas, moi je veux bien y participer. Et je suis même persuadée que le réseau des personnes en situation de handicap dans cette ville, qui est très mobilisé, très mobilisable, est tout à fait prêt à y réfléchir. Moi, on m'a objecté à Brestem que les hommes grenouilles d'Océanopolis ne pouvaient pas être en situation de handicap. Mais que je sache, il n'y a pas que des hommes grenouilles. Voilà. Voilà. Ni même des femmes grenouilles. Donc sur 255 salariés, il y a toutes sortes de métiers. Moi, c'est une chose sur laquelle on peut réfléchir, et je veux bien participer à la réflexion. Bien, je crois que tout est dit. Je propose d'adopter cette délibération, la 9. Donc, qui est contre RPB, Mme Le Goïc, qui s'abstient. Personne qui est favorable, c'est adopté. Merci. Christiane Bigot pour la 10e. Pour la SAFI, monsieur le maire, chers collègues, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver le rapport annuel du représentant de la ville de Brest au conseil d'administration de la SAFI. Ce rapport porte sur la période d'activité correspondant au dernier exercice comptable clos. Il a fait l'objet d'une approbation par l'Assemblée générale ordinaire de la SAFI avant sa communication au conseil municipal. Une présentation synthétique des principales informations qu'il contient est fournie dans le corps de la présente délibération. Le rapport complet est tenu à disposition du conseil municipal par le secrétariat des assemblées. Petit rappel, la ville de Brest détient 4,17% du capital social de la société. Avis de la commission 1 à majorité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. RPB, BNA et Mme Le Goïc. Qui est favorable, c'est adopté. Fortuné Bellicano, la SEMPI. Oui, monsieur le maire, chers collègues, comme chaque année, notre organe délibérant doit approuver le rapport annuel qui est présenté par le représentant de la ville de Brest, qui est l'honneur de
présenté au conseil d'administration de la SIMPI. Ce rapport s'inscrit dans une continuité, même une évolution certaines des missions qui sont celles de la SIMPI. Nous avons, avec la ville de Brest, une participation minoritaire dans le capital, mais bien évidemment, les décisions qui sont prises concernent à la fois des domaines d'activité et des champs de compétences que la ville souhaite voir se développer. Nous avons un rapport qui vous détaille l'activité de la SIMPI dans les 4 domaines principaux. Le portage de l'immobilier d'entreprise, la gestion patrimoniale et locative des foyers et résidences destinés aux étudiants, l'accompagnement des copropriétés et les opérations de renouvellement urbain. Il est donc proposé au conseil municipal, après avis des commissions compétentes, d'approuver le rapport annuel. La commission en ligne s'est exprimée favorablement à la majorité. Très bien, merci. Des demandes de parole. Oui, monsieur Sifontus. Monsieur le maire, chers collègues, explication de vote. La SIMPI tire la très grande majorité de ses produits d'exploitation de la gestion locative, dont 63% pour le seul secteur conventionné des foyers et résidences, avec un résultat d'exploitation en baisse. L'opérateur porte en outre une dette de plus de 30 millions d'euros hors concession d'aménagement de renouvellement urbain, avec un encours garanti de 26 millions d'euros et une capacité d'autofinancement de seulement 1,6 million d'euros en légère baisse. Face à un secteur de l'immobilier d'entreprise peu dynamique, et malgré une ouverture timide vers la rénovation thermique, le secteur conventionné va se trouver lui-même sous une pression de plus en plus forte avec le lent vieillissement de la population urbaine et aussi la politique visant à favoriser le retour en bref des retraités. C'est un vrai défi auquel vont être confrontées les collectivités actionnaires et leurs satellites. Défi auquel les orientations stratégiques suivies auront du mal à répondre. C'est pour ces raisons que nous nous abstiendrons. Je vous remercie. Merci. D'autres demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. BNA, RPB, excusez-moi, qui est favorable. C'est adopté. Jean-Luc Pollard pour la 12. Monsieur le maire, il y a 2 délibérations successives sur la dérogation au repos dominical. La première est totalement de la compétence du maire. Il s'agit des commerces de détail. Il y a eu 2 réunions de concertation, le 6 juillet et le 6 septembre, avec l'ensemble des représentants des commerçants, avec aussi, bien entendu, les sections syndicales. Nous partons d'une situation non pas délicate, mais en tout cas embêtante, c'est qu'il n'y avait pas une directive, ou en tout cas une prise de position sur la métropole, puisque chaque commune, c'est les compétences du maire, c'est ce qu'elle choisissait de faire. Et nous avons proposé, nous sommes arrivés à un accord avec les participants à ces 2 réunions de concertation, c'est d'arriver avec les grandes surfaces qui ne respectaient pas jusque-là le calendrier, pour que tout le monde s'engage à le respecter. Alors nous avons opté, ça peut vous surprendre, pour 6 jours, 6 dimanches qui peuvent être travaillés, mais les grandes surfaces ont signé un protocole par lequel elles s'engagent à n'ouvrir que 3. Pourquoi? Parce qu'auparavant, quand vous ouvriez le dimanche, si vous aviez aussi ouvert le férié, ça venait en déduction. Donc il y avait une égalité de traitement entre l'ensemble des commerces et les syndicats qui n'approuvent pas le travail du dimanche nous ont quand même dit à l'issue de cette réunion, si vous arrivez à cette harmonisation, ça sera quand même très bien. Et c'est ce à quoi nous sommes arrivés avec l'accord de certaines communes, d'autres d'ailleurs ne souhaitant pas ouvrir autant, puisqu'ils n'ont pas le tissu commercial qui s'y prête. Donc aujourd'hui, ce qui vous est présenté, c'est de permettre 6 dimanches, sachant que les grandes surfaces n'ouvriront que 3 dimanches suite à un accord écrit de leur part. Les commissions ont donné un avis très important. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, Jean-Michel Leland. Monsieur le maire, chers collègues, notre avis est aujourd'hui sollicité pour autoriser l'ouverture des commerces 6 dimanches de l'année 2018, dérogation permise par la loi Macron 2. Vous vous en doutez, le groupe des élus communistes ne souscrit pas à ces dérogations.
Quel est l'intérêt réel de ces dimanches, de ces dérogations, si on d'accentuer la précarisation du travail et l'isolement social? On nous défend que l'ouverture des commerces le dimanche favoriserait le commerce de proximité. Non. Ces dérogations profitent avant tout aux grands groupes et à la grande distribution. On nous soutient la règle magique selon laquelle ces ouvertures dominicales boosteraient la consommation, l'activité et donc l'emploi. Nous ne sommes pas de cet avis. Si les jours d'ouverture des magasins augmentent, le pouvoir d'achat des Français n'est pas extensible. Si on n'a pas d'argent, rajouter une journée d'ouverture n'aura aucun effet, si ce n'est étalé sur 7 jours, les dépenses faites sur 6. Pensons également aux salariés qui iront travailler ces dimanches sur la base dite du volontariat. Permettez-nous de douter de cette notion de volontariat, pour le moins bancale. Nous savons tous que le libre du choix du salarié est surtout contraint, notamment du fait de la relation inégale qui existe entre lui et son employeur. Également du fait de la généralisation des bas salaires au sein de notre pays. Nombre de salariés n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler le dimanche pour toucher quelques euros de plus, quitte à sacrifier leur vie de famille, leur repos et leur santé. Enfin, rappelons que le repos dominical, c'est avant tout le temps libre commun, celui de la vie familiale, amicale, associative, culturelle, si utile à la vitalité et à la cohésion sociale de nos territoires. Il nous apparaît fondamental de ne pas rompre ces équilibres qui servent tout autant le bien-être du pays. Le groupe des élus communistes votera donc contre l'autorisation d'ouverture des commerces les 6 dimanches de 2018. Il votera également contre l'ouverture des concessions automobiles les dimanches de 2018. Nous ne sommes bien entendu pas opposés à la vente de véhicules et nous encourageons les consommateurs désireux d'acheter une voiture de venir le faire à Brest à un autre moment de la semaine. Merci. Merci. D'autres demandes de parole? Oui, Anne-Marie Gerber. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaiterais évoquer l'évolution en fait de ma position. L'année dernière, nous avons voté de nouvelles possibilités d'ouverture de commerce dans la foulée des assises du commerce. Pour moi, ces assises n'avaient de sens que dans une écoute des commerçants. Et écoute, je dois dire, il y a eu. Tenant compte du fait qu'il y a 52 dimanches dans l'année, plus les jours fériés, j'avais voté l'année dernière ces nouvelles possibilités parce que le contenu de cette délibération répondait à la fois à une demande du commerce de détail et à un encadrement strict des possibilités offertes, en particulier en termes de conditions socialement acceptables. Entre-temps, qu'est-ce qu'on a constaté? Entre-temps, on a constaté que globalement en France, les bilans sociaux des magasins qui ouvrent le dimanche montrent qu'ils n'ont pas créé d'emplois. Les effectifs ont été étalés sur 7 jours au lieu de 6. Ils n'ont pas augmenté leur base salariale. Partout en France, les majorations du dimanche se sont accompagnées d'un blocage des salaires. Je n'ai pas vu beaucoup d'avantages pour les salariés. Certes, les propositions faites aujourd'hui sont limitées, mais il y a aussi un vrai risque de régression du bien-être, de fragilisation des structures familiales et de la socialisation. Alors en contrepartie de quoi? En ce qui concerne le gain pour le consommateur, je n'ai pas été convaincue que l'extension du temps de consommation corresponde aussi à une augmentation de la vente. Pour ces raisons, je m'abstiendrai sur la première délibération et je voterai contre la seconde, car la question du commerce de voitures le dimanche ne m'apparaît pas comme une nécessité, bien au contraire. Enfin, je voudrais conclure sur le fait que ces deux délibérations, même si elles engagent des décisions somme toute assez limitées, relèvent de choix de société. Je n'aurai pas l'arrogance de condamner le fait de consommer quand tant de gens n'en ont pas les moyens. Ce qui est en cause, c'est la pente savonneuse vers la consommation tous les jours et à toute heure, c'est-à-dire le contraire de la consommation responsable, respectueuse de l'environnement, bénéfique pour l'économie locale, bonne pour la santé, mais aussi positive pour la société. Merci. Oui, Nathalie Chalet. Monsieur le maire, chers collègues, voici encore des dérogations à la règle du repos dominical. À la même période, l'année dernière, nous intervenions sur le sujet et nous le répétons encore aujourd'hui. Nous sommes contre le travail le dimanche. L'année dernière, on nous demandait l'autorisation d'ouverture de 3 dimanches supplémentaires, cette année 6, et ensuite. Nous ne voulons pas faire du repos dominical une exception. Les
Les dates d'ouverture sont choisies par les commerçants et ils demandent l'ouverture de 3 dimanches en décembre 2018. Pour quelles raisons autoriser des dérogations au repos dominical, mis à part celle de pousser vers un consumériste à outrance? C'est une mesure non génératrice d'emploi et qui risque d'augmenter la souffrance au travail. Nous pensons que le travail le dimanche enlève un précieux temps de respiration hebdomadaire et dégrade les conditions de vie et de travail des salariés concernés. C'est pourquoi nous voterons contre cette délibération ainsi que la suivante. Merci. Merci, Roselyne Philippe. Oui, eh bien, on risque d'être redondant après mes collègues des autres groupes. Nous avons nous aussi voté contre en bureau de métropole et effectivement la question qui se pose, c'est si nous avions approuvé l'année dernière les 3 dérogations, nous ne comprenons en fait pas cette année les 3 dimanches supplémentaires. Il n'y a pas d'argument majeur ou de raison évidente pour ouvrir par exemple un 2 septembre, comme on a vu dans les dates qui étaient proposées. Juste donc rappeler qu'effectivement beaucoup d'emplois précaires dans le commerce font que de toute façon les salariés n'ont pas d'autre choix que d'accepter de travailler le dimanche pour augmenter effectivement leurs revenus éventuellement, ou dans tous les cas se retrouvent clairement dans du volontariat forcé. Et nous ne voterons évidemment pas cette délibération et nous ne voterons pas non plus la suivante pour l'ouverture des concessions automobiles le dimanche. Très bien, merci. D'autres demandes de parole? Jean-Luc, voilà. Pardon, monsieur. Je vous en prie, monsieur Collard. Non, il va répondre à la fin, donc c'est pas possible. La parole, allez-y. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, jusqu'en 2015 et la loi Macron 2, le nombre des dimanches ouverts ne pouvait excéder 5 par an. Dorénavant, ce nombre est porté à 12. Aujourd'hui, porté par un vent libéral, vous nous proposez dans cette délibération de porter à 6 le nombre de dimanches susceptibles d'être ouverts pour l'année 2018. Et voilà qu'au bureau de la métropole, saisi pour avis sur cette question, et conformément aux dispositions introduites par la loi Macron, une bien étrange convention a été portée à la connaissance des élus de ce cercle très fermé. Un protocole d'accord concernant la ville de Brest et intimant aux hypermarchés brestois de ne pas ouvrir leurs enseignes plus de 3 dimanches parmi les 6 proposés. En clair, c'est clair comme de l'eau de boudin. Curieusement, cette manigance n'a pas été portée à la connaissance des élus de la ville de Brest, pourtant les premiers concernés. Devant une telle délibération, ni officielle ni secrète, et sans qu'il nous soit absolument utile de nous prononcer sur le fond, et comme surtout nous ne sommes pas dans la confidence, le groupe PNA s'abstiendra sur cette délibération. Merci. Bien, Jean-Luc. Voilà. Monsieur le maire, c'est une question qui chaque année est débattue. La modification qui est intervenue, que je propose en tout cas cette année, c'est que jusqu'à présent, je l'ai dit tout à l'heure, les jours fériés qui ne sont pas de la compétence du maire de la ville venaient en déduction des autorisations d'ouverture le dimanche qui sont de la compétence du maire. Après discussion avec l'ensemble des partenaires, y compris les syndicats qui ne sont pas favorables à l'ouverture des dimanches, tout le monde a considéré que c'était une bonne avancée que d'arriver à se mettre d'accord sur l'ensemble de la métropole, parce que la ville de Guadeloupe est, comment dirais-je, concernée par ce texte-ci. Donc c'est 6 dimanches, 2, 3 seulement peuvent être ouverts par les grandes surfaces, qui ont tous signé cet engagement. Donc, je vous l'ai dit, et je ne trahis pas leurs propos, les centrales syndicales qui sont opposées à l'ouverture du dimanche, en tout cas qui ne sont pas favorables, considèrent que c'est une sacrée avancée que de se mettre d'accord sur plusieurs communes pour arriver à cela. Alors, ça fait 3 jours, 3 dimanches. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous rappeler qu'il y a plein de professions qui travaillent le dimanche. Et nous sommes très modérés, puisque, je vous rappelle, c'était 12 commerces, 12 dimanches par an qui étaient autorisés. Certaines communes, assez proches d'ailleurs, l'ont choisi. Nous avons refusé cela et nous sommes à 6 dans 3. Bien, je crois que tout est dit et Jean-Luc a eu raison de compléter. Je l'ai dit l'autre jour au bureau de la métropole.
métropole, j'avais plaidé auprès du ministre de l'économie de l'époque, qui est désormais président de la République, et auprès du rapporteur du projet de loi, qui est maintenant président du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale, pour que ce soit l'État qui prenne ses responsabilités, et pas les communes. Voilà. Que ce soit le préfet qui décide dans le département, combien de dimanche on est dans le cadre d'un maquis législatif assez conséquent, parce que par exemple, il y a des règles spéciales sur l'ameublement, par exemple, des règles spéciales sur les concessions auto. Et puis, on est compétent, le maire est compétent pour le dimanche, mais pas pour les jours fériés. Alors, quand le jour férié tombe un dimanche, qui est compétent, qui prime sur qui, j'en sais rien, etc., etc. Bon, j'ai pas été... D'ailleurs, j'avais ramené le ministre à l'aéroport en lui disant, tiens, regarde, sur ma droite, là, on était sur la voie express, j'ai dit, tiens, sur la droite, on est à Brest. Bien. Mais maintenant, on est sur Gouénou. Ah. Et puis enfin, maintenant, on est sur Guipava. Très bien. 3 communes, là, vous l'avez compris, sur la zone d'activité de Carrière-Alec. Bon, je n'ai pas été entendu, mais je pense que c'est plutôt au préfet de prendre ses responsabilités en la matière, ce qui permet d'ailleurs d'unifier la situation sur l'ensemble du département. Jean-Luc a raison, il y a des communes pas très loin d'ici qui vont permettre d'ouvrir 12 dimanches. Et on a les noms. Voilà, on propose donc... Et là, je crois qu'on a obtenu, et je remercie Jean-Luc en la matière, Jean-Luc Collard, on a réussi à avoir un accord à peu près équilibré. J'ai souvenir que l'an dernier, une grande surface dont je dirais le nom, a ouvert le 11 novembre. Le 1er novembre. 1er novembre et le 11 novembre. J'ai les noms aussi, monsieur Berton. Il n'y avait pas de publicité ni gratuite, ni... J'entends bien, monsieur, bien ce que vous dites et ce que vient de dire Jean-Luc Collard. Voilà. Moi, je dois avoir la comprenette difficile. Si je résume, comme on n'a pas eu cette fameuse convention, ce qui est quand même un peu dommageable, vous en conviendrez, il y a une uniformisation au niveau de la métropole sur cette question de l'ouverture des dimanches. Pas tout à fait. Ça ne peut pas le faire. Le relais Clermont, par exemple, et tout Castel, considère que ça ne les concerne pas. Parce que le tissu commercial ne le demande pas. En revanche, sur Gouénou, comme on l'a dit, c'est oui. Le nouveau propriétaire du magasin qui est en cours d'aménagement a donné son aval. Et le maire de Gouénou aussi. Oui, donc il subsiste quand même au sein de notre métropole, et indépendamment du prix de ce protocole. Oui, mais on ne peut pas à un moment, si vous voulez, c'est un autre problème de cette délibération, et de cette question des dimanches, c'est qu'on ne peut pas là encore, vis-à-vis des commerçants de Brest, et je rassure Madame Le Gouy, qu'un Brest c'est bien évidemment plus grand que simplement le Val d'Adretiam et l'hypercentre, accepter qu'il y ait des situations comme ça de déséquilibre, indépendamment de la question de savoir si on est pour ou contre le dimanche. Là, après ça, on va renverser des larmes de crocodile sur les commerces de périphérie. Ceux qui sont en périphérie, donc, comme vous le disiez à juste titre dans votre propos, c'est-à-dire qu'on fait 5 mètres en voiture et les règles changent. Il serait quand même, à mon avis, nécessaire, voire indispensable, d'avoir une harmonisation à l'échelle de la métropole. Je vous dis une précision, sur Plougastel et sur le Ralex, c'est qu'il n'y a pas de demande et que les maires ne donnent pas d'autorisation d'ouverture. Ok, bien, tout est dit. D'adopter ces 7 délibérations. Qui est contre? Donc, Europe Écologie Les Verts, les communistes, BNC, Madame Le Gouy. Qui s'abstient? Donc, les deux groupes RPP, BNA, favorable. La délibération est adoptée. Merci. La suivante, les concessions auto. Alors, il y a des règles particulières sur les concessions auto. Je n'en sais rien. Il y a une complexité supplémentaire, c'est que pour les concessions automobiles, il y a un accord départemental, et c'est celui-là qu'on propose d'adopter, puisqu'il s'impose à l'ensemble du département. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Et les commissions, Jean-Luc? Les commissions, c'est comme pour l'ouverture dominicale du commerce de détail. Il y a donc c'est partagé, comme je le disais tout à l'heure, avec beaucoup d'abstentions, et quelques rescapés quand même qui vont
Donc il y a un avis favorable à la majorité. Très bien. Je mets au vote. S'il n'y a pas de demande de parole, qui est contre? PC, qui s'abstient. Ah oui, mais il faut être vigilant. Hein. Qui est contre? Donc PC, les mêmes, quoi. Voilà. Et Anne-Marie Caverne, qu'est-ce que Voilà, ok, c'est noté. Qui s'abstient? BNA, qui est favorable, c'est adopté. Bien, on continue et si on pouvait accélérer, ça serait bien. Jean-Luc, non, alors on est où? Bernadette Abima, excusez-moi, la 14. Il s'agit ici de modifier la composition de la commission éducation, enfance, culture et sport pour permettre à Madame Bourbigo de participer à cette commission conformément à sa demande. Avis favorable à l'unanimité des deux commissions. Très bien, donc pas de remarque particulière, donc on adopte, qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, c'est adopté à l'unanimité. Thierry Ferret. Oui, une délibération pour déléguer le droit de préemption urbain. En fait, c'est la métropole qui possède cette compétence, mais elle peut la déléguer au cas par cas à la ville de Brest. Et pour cela, il faut que vous y soyez autorisé. Donc c'est l'objet de cette délibération. L'avis de la commission favorable à l'unanimité. Merci. Pas de question, pas de remarque. On adopte. Qui est contre, RPB, qui s'abstient. Madame Le Gouet, qui est favorable, c'est adopté. Thierry Ferret. Donc celle-ci, il s'agit de vous autoriser à signer toute demande d'autorisation d'urbanisme nécessaire à la mise en œuvre de travaux sur des bâtiments municipaux. Donc il s'agit des permis de construire, des permis de construire modificatifs, des déclarations préalables et des permis de démolir. La commission favorable à l'unanimité. Merci. Des demandes de parole. Il n'y en a pas, donc on adopte. Qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable, l'unanimité. À la Masson, la 17. Oui, monsieur le maire, il s'agit de la vente de matériel roulant. Et autre matériel, donc, aussi qui a été voté à l'unanimité, vous avez la liste du matériel dans la délibération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre, personne qui s'abstient, personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. La 18. Délibération classique qui a aussi été votée à l'unanimité, contrairement à celle de mon collègue de gauche. Donc, il s'agit du matériel pour les événements, l'organisation des événements, une manifestation publique. Donc voilà, vous avez les tarifs pour les chaises, pour les photos, pour le garde-corps, etc. Très bien, s'il y a des questions, il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre, personne qui s'abstient, personne.